meilleure comparaison, c'est, je me rappelle avoir sauté en parachute la première fois, donc ça fait peur évidemment de sortir de l'avion, mais au final on ne sait pas tellement à quoi on s'expose. Donc ça fait peur, mais de manière un peu naïve et puis de manière un peu indéterminée, et donc ça fait pas vraiment peur. Par contre, le deuxième saut en parachute, là on sait exactement ce qu'on va faire, on sait exactement ce qu'on va ressentir, et le corps allume tous les warnings, tous les signaux de détresse, parce que là on sait exactement à quoi on s'expose. Donc c'est un petit peu ça la deuxième mission. La première, les risques, on les calcule, enfin on les calcule pas, on fait attention évidemment, mais ça nous passe au-dessus en fait de tout ce qu'on veut, c'est y aller. La deuxième, on y va évidemment de la même manière, mais on a plus tout ça en tête d'une manière un petit peu plus réfléchie. Le Crew Dragon sur la Falcon 9, ce sera le troisième lancement. Pour l'instant, on a eu 2 lancements d'équipage et juste un seul retour. Donc c'est très peu de données, très peu d'expérience. Donc on est encore vraiment au développement de ce système-là. Et évidemment, quand on est dans l'enfance d'un système technique, avant d'avoir des milliers d'heures de réussite, eh ben, le risque est un petit peu plus élevé et la manière d'approcher ça est un peu différente. Bah quand même, on dit au revoir à sa famille plusieurs fois, c'est assez traditionnel, il y a beaucoup de cérémonies, donc on a vraiment l'impression que au final on risque sa vie, hein, parce que c'est la vérité, même si on l'oublie, même si les statistiques sont ce qu'elles sont et qu'on a réussi à rendre le voyage spatial à peu près sûr et qu'on fait tout pour ça, quand même, quand on dit au revoir à sa famille, on essaie de bien leur dire tout ce qu'on avait à leur dire, parce qu'on ne sait pas tellement quand est-ce qu'on va les revoir. Dans le meilleur des cas, c'est quand même 6 mois après, donc c'est aussi une longue séparation. Et puis au fur et à mesure qu'on s'approche du départ, en général, on prend quand même 5 secondes pour, en tant qu'équipage, se regarder, se parler, se dire 3 mots avant que ça décolle, quoi. Énormément de sensations physiques, hein. L'accélération d'une fusée, c'est 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, donc c'est un peu plus rapide qu'une Formule 1, on va dire, que la plus rapide des Formule 1, sauf qu'eux le font un petit peu, et nous on fait ça pendant 8 minutes 30 ou presque 9 minutes, donc ça accélère constamment. Ça vibre, ça bouge, il y a plein de choses qui se passent. Après quelques minutes, on est en orbite, c'est beaucoup plus calme, ensuite on rejoint la station spatiale. Avant une sortie extravéhiculaire, c'est aussi un peu les mêmes sensations, c'est une concentration extrême, on a vraiment énormément bossé, ça se fait pas comme ça, une sortie extravéhiculaire, c'est du boulot au sol, c'est du boulot de préparation de la part des gens du centre de contrôle, de notre part à nous. Et donc quand on sort, on est censé tout savoir par cœur, on est extrêmement concentré. Je pense que c'est un peu comme un pianiste de concerto qui se met sur la scène et qui espère qu'il va pas rater une note en fait. Avant la mission, pour la préparer, pour la mettre en œuvre, il y a énormément d'acteurs, dont beaucoup en France, parce que la France avec l'Allemagne et l'Italie sont les 3 grands pays des vols habités en Europe, hein, clairement. Ça rend l'aventure collective. Moi, je suis pas quelqu'un de solitaire, je fonctionne bien au sein d'une équipe. Alors, on a une équipe d'astronautes, mais de sentir que ça va plus loin, en fait, que ces 4 ou 5 personnes qui sont dans la capsule, que ça implique plein de gens au sol. Rien que la communication avec les réseaux sociaux, ça permet vraiment de se sentir moins seul. Quand on passe 6 mois dans une boîte autour de la Terre, ça permet de se dire, voilà, soi-même de voyager un peu ou d'avoir un substitut de relation avec les gens et puis de partager cette aventure-là. Et au final, je pense que c'est important. Je pense que vraiment, on essaye le plus possible de partager cette aventure, de la mettre sous le signe du collectif. Et puis d'avoir une équipe de France derrière moi, clairement, ça me fait chaud au cœur dans les moments difficiles. Et je pense en premier lieu aux équipes du CNES, aux gens du CADMOS qui vont mettre en musique la participation française, les expériences françaises, beaucoup de physiologie, mais pas que. Et puis aussi des expériences qui viennent de toute l'Europe, mais qui sont gérées depuis le CADMOS. Donc ça, c'est des gens que je vois pendant la préparation, qui viennent ici, chez nous, au Centre européen des astronautes, nous expliquer les manipulations, nous entraîner, collecter les données, parce que souvent, on est source de données, on est des cobayes, évidemment, en tant qu'astronaute. Donc avant la mission, on va les répéter pendant la mission, ces expériences, et puis après la mission, donc c'est des gens qu'on voit beaucoup, on s'habitue à leur visage. Et puis au final, derrière ça, il y a les laboratoires, il y a les instituts de recherche qui, eux, sont responsables de l'idée de l'expérience, de l'idée scientifique, qui va ensuite être mise en œuvre par le CADMOS. Donc il y a un tissu, je pense, qui est extrêmement riche. Moi, tout seul, je peux absolument rien faire d'intéressant. C'est juste avec la somme des rôles de tous ces gens-là qu'on arrive à aller dans l'espace, qu'on arrive à avoir un programme scientifique ambitieux et puis qu'on arrive à rendre ces missions utiles pour tout le monde. La recherche, le progrès, c'est des choses qui sont importantes, c'est des choses qui vont
continuer. On ne va pas revenir en arrière, je pense, vers un monde moins moderne. Je pense que il faut essayer de comprendre ce processus-là et puis d'en tirer le meilleur, en fait, d'en faire quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. Et puis j'encourage les plus jeunes à le faire aussi, à choisir des voies, des carrières, à se lancer, à se dire qu'il y a des choses intéressantes partout. Et puis en ayant dans la tête quand même que tout ça, c'est pas un vain processus qui tourne tout seul. C'est le but de tout, c'est au final un peu l'humain et la vie sur Terre. Donc si j'arrive à insuffler cette idée-là chez les jeunes, je pense que la mission sera déjà à moitié réussie. Aux alentours de 2025-2030, vraiment, on a ce retour vers la Lune qui est prévu, mais d'une manière plus permanente, d'une manière plus durable, où on resterait sur place, on utiliserait les ressources. Et puis dès qu'on a réussi à faire ça, mais c'est une condition nécessaire, ensuite on va pouvoir aller exporter ça dans un milieu beaucoup plus difficile, beaucoup plus lointain, qui pose beaucoup plus de problèmes, et c'est l'exploration martienne. Alors ça, ce sera peut-être vers la fin de ma carrière, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en faire partie, mais en tout cas, j'aurai la fierté d'avoir un peu posé les jalons de cette aventure-là.